Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, actrice et réalisatrice française Géraldine Danon vient nous voir pour son film Flo, inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud en salle aujourd'hui. Une émission suivie de mon coup de cœur à 16h05 à Mouet. L'occasion bien sûr, comme toujours, de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Géraldine Danon. Bonjour, je suis pas votre coup de cœur alors. Coup de cœur aussi, bien évidemment. Alors, on va longuement en parler, vous allez voir. Vous venez nous voir pour ce film Flo que je vous ai dit avoir vu ce matin. J'ai beaucoup aimé ce film. On va en parler dans un instant. C'est un film avec beaucoup d'émotions, un film très émouvant entre silence, musique et puis échange toujours très profond. C'est très bien écrit, mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite évidemment. J'ai envie d'abord de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, dans cette émission, on va démarrer par le début, mais d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Passion, extrême, gentillesse. Et gentillesse. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Géraldine Danon, j'ai envie déjà de vous dire un bon anniversaire. Merci. Parce que vous êtes née un 1er novembre à Boulogne-Billancourt. Alors, je vous dis bon anniversaire. Merci. Et puis, comme c'est votre premier film au cinéma, Flo, aujourd'hui, c'est un bel accouchement. Oui, Mazel Tov. Oui, comme on dit, c'est vrai. On va rentrer dans le départ, comme on dit toujours dans cette émission. Votre papa s'appelle Raymond Danon, il est producteur de cinéma français, notamment du film de Claude Sautet, Les choses de la vie, ou encore Le juge et l'assassin, avant de récolter un Oscar à Hollywood pour La vie devant soi. Il a été PDG des studios de Boulogne et bien sûr bien d'autres choses. Administrateur notamment du Festival de Cannes, vous l'avez raconté, vous vous êtes livré dans votre dernier ouvrage qui s'appelle Fille à papa, sorti en 2019. D'ailleurs, ce titre me fait sourire parce que c'est un clin d'œil à des journalistes qui n'étaient pas terribles à l'époque. Quel genre d'enfance, aujourd'hui, vous diriez que vous avez eu avec le recul de la vie? J'ai eu une enfance heureuse et solitaire. Solitaire parce que déjà, par le schéma familial, je suis arrivée 13 ans après et 12 ans après, enfin 11 ans et demi, après 2 autres sœurs. Donc j'ai eu une enfance et de fille unique et de fille qui a des sœurs. Mais par ailleurs solitaire, comme délaissée un peu par ses sœurs qui, au moment où l'âge des souvenirs m'arrive, partaient vers d'autres vies, vers un mariage, vers d'autres vies. J'ai eu un père et une mère très aimants, qui m'ont accordé la confiance nécessaire pour se fonder dans une existence, et ça c'est déjà énorme. Après, vous avez abordé mon ouvrage. Oui, j'ai eu par ailleurs des choses qui étaient méconnues de mes parents, qui étaient plus difficiles à vivre, que j'ai livré à travers ce livre, Fille à papa, plus tard quand mon père est mort. Ma mère était morte bien auparavant d'une maladie foudroyante, et j'ai eu cette nécessité de raconter ces choses-là assez intimes à travers cet ouvrage Fille à papa. Pour m'en débarrasser sans doute, et peut-être parce que bien que j'avais mis mon père au courant les dernières années de sa vie, j'avais besoin de m'en sortir, de faire mon auto-psychanalyse à moi. D'expulser, comme on dit, les choses qui parfois nous font souffrir, et une fois qu'elles sont dites, il y a un petit bout de nous qui s'en va et autre chose qui revient à la fois, une nouvelle peut-être, je sais pas comment on pourrait dire, un nouveau souffle. Oui, certainement. En tout cas, chez moi, c'était un acte. J'étais en mer. Mon père est mort en octobre 2018. Et puis, je suis partie en mer dans la foulée, en Antarctique, je crois. Et là, j'ai vraiment ce livre qui m'est apparu comme quelque chose qui avait besoin de sortir. Je crois que je l'ai écrit en un mois. Après, je l'ai retravaillé, évidemment, comme ce que je fais en règle générale. Mais c'était une sorte de cri, de libération qui, je crois d'ailleurs, a ouvert la parole à pas mal d'autres femmes. Et j'en suis assez fière aujourd'hui. On les a entendues, ces autres femmes, bien évidemment. Vous aviez 6 ans pour votre premier festival de Cannes, Alain Delon pour parrain. Vous grandissez dans un milieu artistique, on l'entend bien. Vous débutez en tant qu'actrice très jeune, à 13 ans, dans À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, avant d'enchaîner avec Jeans Tonic. Comment vous arrivez là ? Eh bien, toute petite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Romy Schneider,
en particulier, Alain Delon et bien d'autres, qui m'ont donné l'impression que ces gens-là avaient une sorte de supplément d'âme et j'avais envie de leur ressembler. Donc je crois que le désir de devenir actrice ou d'aborder cette carrière artistique m'est apparu d'abord un peu comme la mer avec les marins, par les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont donné cette envie d'aller vers eux, d'aller plus loin, de leur ressembler. Et puis après, comme chez moi, c'était assez malvenu de dire je veux être actrice. Et je pense, je sais qu'il en va de même pour moi en tant que maman, pour mes enfants, parce que c'est un métier qui dépend tellement du désir de l'autre et qui est si instable et qui fait appel à tellement de choses fragiles dans l'être que je ne souhaite pas à mes enfants de l'être actrice. Et donc, il m'a fallu inventer des subterfuges. Je toussais, je bégayais. Puis à un moment, j'ai dit, il faut que je fasse des cours d'art dramatique. Ça sera très bien pour ma diction. Et là, j'ai été inscrite au cours Simon à l'âge de 10 ans. J'y allais le mercredi et le samedi. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Mocky qui cherchait une comédienne pour son film et qui m'a trouvée. Ça vous fait un point commun avec Daniel Russo, qui expliquait dans cette émission où il est venu à 2 reprises nous dire qu'il avait ce problème de bégaiement, qu'il a travaillé justement Moi, je l'avais pas, je l'ai inventé. Vous l'avez inventé pour pouvoir faire du théâtre. Vous allez tourner dans plusieurs longs métrages en France, à l'étranger, avec Jeanne Moreau, Michel Serrault, avec qui vous faites 3 films, À mort l'arbitre que l'on vient d'évoquer, Le Furet, La vieille qui marchait dans la mer, Gene Hackman, Alain Delon, Jacques Villeray, Michel Piccoli, et pour la télévision. Vous faites à ce stade ce que vous avez envie de faire, mais quelque part, est-ce que vous ne vous sentez pas prédestiné à cela? Quand on a grandi dans un milieu qui est un milieu artistique, est-ce qu'on se dit quand on est jeune, est-ce que c'est ce que je dois faire ou est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Ben non, encore une fois, j'ai 2 sœurs, même si effectivement on n'a pas été élevés ensemble, qui n'ont jamais été attirées par la carrière artistique. Donc je pense que c'est dans mes gènes, dans ma façon de me construire depuis toute petite, certainement en réaction aussi à l'univers familial et à bien des choses. Mais non, je ne crois pas que ce soit forcément une fatalité quand on est enfant d'artiste de devenir artiste. Je crois que chez moi, c'était une vocation. Après, ma vocation, au-delà de ça, elle était, et c'est en cela, pardon de revenir à mon film, Flo, qui sort aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mais une façon aussi j'ai toujours fait des grands écarts dans ma vie. J'ai toujours quitté ce qui était en place pour partir vers d'autres risques, d'autres rêves, d'autres risques. Je crois que c'est le mot adapté. Et ma vocation, elle était ça. Intrinsèquement, depuis ma naissance, ma vocation a été d'aller vers ma curiosité, vers mon risque, vers la vie et vers des destinées nouvelles. Je suis très curieuse et plutôt audacieuse. Et on va le voir justement parce que par la suite, l'amour va vous emmener en mer. C'est une chanson, je crois. Vous partez en mer avec Titouan Lamazou et vous allez vers une vie de liberté qu'on va retrouver dans ce film où j'ai vu beaucoup de liens entre vous et Florence Artaud. Vous partez en mer, qu'est-ce que vous apprenez de vous et sur la vie? Je suis pas partie en mer avec Titouan Lamazou, pardon. Bien sûr, mais quand j'ai rencontré Titouan Lamazou, il venait de gagner le Vendée Globe en 89, je crois, ou 90. Et il avait un projet, un bateau, un grand bateau pour faire... donc il était le premier à gagner la course la plus radicale autour du monde, le Vendée Globe Challenge. Et lui, il voulait faire un bateau en équipage pour faire la même chose, mais avec d'autres. Et donc je n'ai jamais navigué avec lui puisqu'il se trouve que ce bateau, quand on est allé au baptême à Venise, a coulé malheureusement entre Venise et la Yougoslavie. Donc j'ai connu Titouan. C'est là que je disais tout à l'heure que je me suis plus intéressée aux personnalités avant de m'intéresser à l'objet j'ai rencontré le marin et c'est ce marin-là qui m'a donné envie de la mer. Mon grand-père, par ailleurs, très petite, m'avait déjà donné un parfum de la mer. Mais oui, c'est le marin qui m'a donné envie d'aller en mer et je n'ai jamais navigué avec Titouan. À 28 ans, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous reprenez la Divette du Moulin, un restaurant de Montmartre que j'aime énormément, rue Le Pic, dont vous vous occupez. En parallèle, vous vous occupez de la programmation et la direction de la salle de théâtre Ciné 13 Théâtre, avant d'en confier les rênes à Salomé Lelouch, devenu le Théâtre Le Pic. Qu'avez-vous appris dans le théâtre et chez les acteurs ?
Alors, vous avez commencé par le restaurant. Déjà, j'avais toujours eu envie dans ma vie d'un lieu qui ressemblerait justement à un bateau, qui soit un lieu convivial où on puisse... Je l'ai conçu vraiment comme un bar. On y arrivait le matin vers 7h et on en ressortait tard la nuit, au plus tard qu'on me le permettait. Et un endroit convivial où les gens se retrouvent, des gens de tous les horizons, de tous les milieux, autour de la table, parce que j'aime bien manger et que j'aime bien donc... offrir aux gens une table agréable avec des livres, avec tout ça. Donc ce restaurant était plus qu'un restaurant d'acteurs pour moi. C'était vraiment un lieu de vie qui faisait partie de ma façon de considérer la vie. Après, je me suis pas occupée de la programmation. J'ai soumis à Claude Lelouch, qui avait un cinéma à l'époque juste en face de mon restaurant qui s'appelait le Ciné 13. Je lui ai dit, écoute, ton cinéma, il marche pas trop. Donc, pourquoi on n'en ferait pas? Parce que moi, j'aimais le théâtre et que je venais de jouer Mademoiselle Julie juste à côté, rue de l'Armée de l'Orient, chez Galabru. Je lui ai dit, on devrait en faire un théâtre. Et il m'a dit, OK, alors on va en faire un théâtre, puisque tu dis que c'est le cas. Et puis après, on boira une coupe de champagne et on verra un film. De fil en aiguille, ça faisait des soirées très longues, donc j'ai réussi à lui prouver qu'il fallait en faire juste un théâtre. Et j'en étais la directrice, plus que... C'est-à-dire que je lui louais le théâtre, j'en avais la responsabilité. Donc je trouvais, c'est important, je pense, le moyen d'amortir ce lieu pendant la journée qui me coûtait cher, afin d'y donner à voir toute la passion que j'avais, alors soit en jouant moi, soit en produisant des nouveaux spectacles. Mais je crois que c'est quelque chose, si on s'intéresse à mon parcours, d'important, c'est que j'ai toujours trouvé le moyen d'exprimer ma passion en me donnant la liberté d'aller vers la passion. Donc la journée, je faisais des sortes d'événements avec mon restaurant, on louait, et le soir, je m'octroyais la liberté d'offrir ce lieu à qui je voulais. Et ça, c'est moi aussi. Bien sûr, et on voit le respect que vous avez pour votre passion et pour les artistes, parce que vous allez leur donner la chance de venir dans ce théâtre qui n'était pas. Non, c'était un cinéma à la base, oui. Vous allez jouer donc dans Mademoiselle Julie, Fouteur de merde, Sale type, De vrais amis, une jeunesse de passage pour en découdre également. Puis après une pause sur laquelle je vais m'attarder dans un instant, vous remontez sur les planches en 2014 en interprétant le rôle de la philosophe Edith Stein dans une pièce de Maryse Wolinski. Un seul en scène également, Groenland de Pauline Sall en 2019, une performance très saluée par la critique. Vous avez aimé le théâtre, plus que tout. Edith Stein en particulier, oui. J'ai beaucoup aimé jouer Edith Stein. C'est un personnage absolument incroyable, parfaitement moderne. Son refus, justement, en cela, il pourrait ressembler à Florence Artaud, d'appartenir à toute caste, à toute religion, à toute... me touche particulièrement. Et oui, j'aime le théâtre. J'aime le théâtre parce que j'aime tout d'abord toute la période de création qui consiste à mener une pièce jusqu'au public. C'est ce que j'aime le mieux au théâtre, toute cette période-là, comme un tournage au cinéma. Et après, il y a cette façon de réinventer chaque soir une pièce en fonction du public, en fonction du ressenti, en fonction du nombre de personnes qui est dans la salle. Et de ce qu'on en reçoit. Oui, j'aime ça. J'aime être en adéquation avec le public. Géraldine Danon, en 2005, vous assistez à un mariage, celui de Florence Artaud. Et votre vie, est-ce qu'à ce moment-là, elle prend un tournant, un nouveau tournant? Oui, on prend jamais réellement de tournant. Je pense qu'on amorce des tournants. Je crois qu'il ne faut pas penser dans la vie que quelque chose va nous arriver parce qu'il doit nous arriver. Je pense qu'il faut faire un pas vers quelque chose. J'avais fait un pas vers ce quelque chose en tirant un trait radical sur ma vie d'avant, qui était justement celle du théâtre, du cinéma, de tournage, parce que je tournais pas mal encore à l'époque, et de dire cette vie-là ne me convient pas, elle ne me remplit pas, elle ne me suffit pas, et j'ai envie d'autre chose. J'avais un petit garçon qui venait de naître, qui avait 2 ans, et là j'ai pris le risque d'aller vers mon risque et de tout abandonner alors que ça fonctionnait. C'était le moment où ça marchait le mieux, sans doute, pour aller découvrir d'autres horizons, la mer en particulier. Et c'est passé effectivement par cette rencontre avec Philippe Poupon lors du mariage de Florence Artaud.
Vous allez partir en mer, pour le coup cette fois je crois que c'est la bonne, avec lui, sur le voilier Fleur Austral avec vos enfants. Vous réalisez une vingtaine de documentaires sur votre expédition à bord, diffusés sur les chaînes Voyage, France 3, puis TF1, qui réunissent 4 millions de spectateurs à chaque fois. 8 livres tirés de vos expériences, Une fleur dans les glaces, Le passage du Nord-Ouest en famille, Fleur Australe, La route des pôles, Le continent inconnu, Grand Sud, Fleur Australe sous les tropiques, La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube et Fille à papa. Vous avez vécu, je crois, en totalité, et corrigez-moi bien sûr si je me trompe, 11 ans en mer. 13. Mais 13. je ne vais pas vous corriger parce que c'est tellement... Au contraire. Mais je vais vous dire, les informations que j'ai, c'est celles qui sont dans la presse. Et je préfère qu'on les corrige ensemble pour qu'elles soient réelles. Donc je le prends très bien. Vous passez 3 fois le Cap Horn. Batailler avec 4. la banquise. 4. Eh ben non, mais c'est très bien que vous me corrigez. Mais il n'y a pas de mal. Au contraire, c'est une interview, donc c'est fait pour ça. De l'Arctique à l'Antarctique, quel souvenir vous gardez de cette vie et de ces expériences? Ah, je garde un souvenir. Est-ce que c'est de l'ordre du souvenir? C'est bien plus que ça. C'est une manière de vivre, une manière d'aborder la vie, une manière de considérer que la vie est un cadeau suprême et que chaque jour il faut l'apprécier, la manger, la vivre. Voilà ce que j'en garde. C'est une façon de considérer l'instant comme une éternité et de savoir qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. Est-ce que cette passion, vous allez la partager avec Florence Artaud, et comment vous vous rencontrez? On s'est rencontrés dans les années 80, je crois, sur la péniche de Dany et Yvon Fauconnier. Yvon Fauconnier étant un grand navigateur. Et on a eu une sorte de coup de foudre amical, parce que je pense qu'on partageait justement cette façon d'aimer la vie furieusement et forcément. Et à partir de ça, on s'est pas quitté, je dirais, jusqu'à la fin de sa vie, malheureusement interrompu par cet accident d'hélicoptère. On s'est toujours retrouvés dans tous les grands écarts, peut-être plus de ma vie que de la sienne, qui était totalement vouée à la mer. Mais elle a toujours été là pour moi. Vous parliez du théâtre, elle venait me voir plusieurs fois au théâtre. Elle était toujours très attentive. Je pense que c'était une des qualités de Florence, en dehors de sa grande générosité, c'est qu'elle était très attentive à l'autre, parfaitement libre d'être qui elle était, et pour autant très attentive à l'autre et à ne pas le blesser, à lui faire plaisir. Vous lui rendez hommage aujourd'hui avec un film en salle inspiré de sa vie et son portrait. C'est son portrait finalement, le portrait de cette navigatrice qu'on appelait notamment la petite fiancée de l'Atlantique. Comment, je sais que le film a été présenté en avant-première mondiale hors compétition au Festival de Cannes cette année. Comment le film a été accueilli? À Cannes, très bien. À Cannes, on avait la volonté, on était déjà très fiers d'être sélectionnés par Thierry Frémaux en compétition officielle hors compétition. Et surtout, il a très vite été avéré qu'on irait sur la plage, donc destiné au public. Et en même temps à Cannes, et en même temps en sélection officielle, et en même temps hors compétition, et en même temps tout ce que pouvait réunir ce film de magique, je dirais. Donc cette projection sur la plage, avec le bateau juste devant, les cendres de Florence éparpillées dans la mer non loin, ça tombe sur l'île Sainte-Marguerite juste en face. C'était un grand moment d'émotion qui avait la force d'être une reconnaissance par le Festival de Cannes, et par ailleurs quelque chose qui est de l'ordre du public. Et ça, moi, quand je conçois des films, quand je les fais, c'était un peu la patte de mon père. Il y a ça. Il y a cette façon de vouloir essayer de ne pas niveler par le bas, en tout cas, pour ne pas dire d'essayer de dire des choses qui ont du sens, pour le dire d'ailleurs. Et par ailleurs, de ne pas prétendre être au-dessus des autres. Donc d'aller vers le public, de leur offrir un film, d'essayer d'emporter le public vers son sens, vers sa vérité, vers son message. Navigatrice, combattante, libre, sur votre affiche, ce sont les 3 adjectifs que vous avez choisis pour qualifier Florence Artaud. Bande-annonce et on en parle. Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la Whitbread. Pas de gonzesse à bord, rien quoi.
Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça? T'es en train de me jeter là! Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Il fera moins le malin quand il me verra grimper sur le podium. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Tu l'as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal? Vous êtes qui pour dire autant de conneries? Olivier de Kersauzon pour les intimes. Et il m'a parlé d'une course en solitaire, arrivé aux Antilles. Je vais la faire, la route du Rhum. Arrête de délirer, hein, c'est un truc de mec la mère Flo. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein? Je la gagnerai avant toi, Marin, ta Rhum. C'est un film qui nous embarque, c'est un film qui nous emmène. On est sur les flots avec Flo, c'est facile mais c'est la vérité. Les images sont sublimes, le rythme, le jeu d'acteurs. Et justement, j'ai envie de s'arrêter là, qu'on s'arrête là. Tout d'abord Géraldine, parce que il y a un casting de haute voltige avec en rôle principal l'actrice Stéphane Caillard. Et ce n'est pas une erreur de ma part, Stéphane est une femme avec un prénom d'homme. Et comme il n'y a jamais de hasard, elle y joue un rôle de marin censé, j'ai dit bien censé, être un métier d'homme. Oui. En tout cas, quand Stéphane est arrivé, et c'est la révélation du film, ça fait pas l'ombre d'un doute, et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire, elle n'a justement pas fait l'ombre d'un doute. Elle avait cette grâce, cette force, cette fragilité, cette façon d'être présente à l'instant et absente. Elle avait toute cette dualité entre chaque adjectif que je pourrais employer. Elle était Florence Artaud. Et on le voit, on voit même beaucoup de ressemblances, évidemment tout est fait pour, mais d'autres excellents acteurs aussi accompagnent ce film que je tiens à soulever. Alexis Michalik dans le rôle d'Olivier de Kersauzon, Marilyn Canto qui joue la mère de Florence Artaud, le père est joué par Charles Berling, Alison Veller qu'on aime énormément, et puis votre fils Lou Lamazou qui a 23 ans et qui joue dans votre film, et d'autres acteurs évidemment. Ce film démarre sur la mer, on le voit Flo, jeune, insouciante, avec cet accident à 17 ans, un accident qui lui change la vie, qui change sa vie et qui finalement l'emmène vers ce qui va advenir d'être son rêve. Oui, je pense que c'est toujours un peu comme ça que les vies se construisent. Et c'était d'ailleurs le sujet du départ de la conversation, c'est qu'il y a des fractures qui nous amènent vers autre chose. Et cet accident est une fracture dans la vie de Florence Artaud. Le fait de lui interdire certains sports, le fait de se retrouver coupé de sa famille, comme ça, dans une sorte d'hôpital avec des traumatismes au cerveau, certainement aussi. J'ai pu le lire dans la presse récemment, un parallèle avec Françoise Sagan, mais certainement aussi les substances qu'on lui ingère à ce moment-là, créent chez elle une sorte de fracture, de disharmonie qui l'amène vers la mer et vers sa vie, vers cette volonté d'aller toujours plus loin dans sa vie. Géraldine Danon, vous étiez amie. Qu'est-ce qui vous unissait avec Florence Artaud? L'extrême. L'extrême, vous diriez? La liberté aussi? Je suis toujours un peu interrogée sur le sens de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire être libre, être une femme libre? Moi, je ne me considère pas vraiment libre. Je suis dépendante de beaucoup de choses. Être libre, je pense que c'est un chemin qu'on fait vers soi-même. Et Florence le faisait. Donc oui, certainement, ça nous réunissait, mais au-delà de tout, ce qui nous réunissait, c'est cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'instant, d'être très extrême vis-à-vis des choses, toujours d'en vouloir plus. On continue à parler avec vous dans cette émission, Géraldine Danon, pour votre film Flo, inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud, en salle aujourd'hui. Et dans un instant également, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 26e jour de guerre en Israël et les alertes à la roquette ont retenti dans le centre d'Israël, mais aussi à Tel Aviv vers 15h. Dans ce contexte, l'armée israélienne affirme poursuivre ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.
En déplacement au Kazakhstan, le président français Emmanuel Macron affirme détester le débat sur la valeur des vies juives et des vies palestiniennes. Il appelle à ne pas faire de distinction entre les vies perdues dans la guerre Israël-Hamas. L'Iran et la Turquie réclament une conférence pour éviter une guerre régionale. Les pays de la région doivent assumer leurs responsabilités. Sinon, cette spirale de violence continuera de se reproduire dans la région, a insisté le ministre turc des Affaires étrangères. Après le Chili et la Colombie, la Bolivie rompt ses relations avec l'État hébreu. Le ministère israélien des Affaires étrangères condamne cette décision et estime que c'est une capitulation face au terrorisme du Hamas. La justice russe a prononcé de courtes peines contre 15 personnes allant de 3 à 10 jours après la tentative de pogrom dans un aéroport de la République russe du Daghestan. C'était dimanche dernier. Enfin, un gros quart nord-ouest de la France s'apprête à affronter à partir de ce soir la tempête Ciarán, avec 3 départements en vigilance rouge en Normandie et en Bretagne. Les rafales associées à de fortes pluies pourraient dépasser les 100 km/h sur l'ouest de la région Île-de-France jusqu'aux portes de Paris, selon les prévisions de Météo France. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec la réalisatrice Géraldine Danon et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 en direct avec mon invité aujourd'hui Géraldine Danon pour son film Flo, inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud, en salle aujourd'hui. Et on en parlait évidemment avant la pause. Géraldine, elle était en fac de médecine, Florence Artaud. Son père était éditeur dans le monde de la navigation avec beaucoup de livres sur ce sujet-là. Son frère l'avait initiée plus jeune à la mer. Elle décide, elle, de partir à un moment donné où elle en a besoin dans sa vie après cet accident que l'on a évoqué. Elle fait la rencontre de Jean-Claude Parisi, elle a 18 ans, mais elle va déchanter. C'est-à-dire qu'elle déchante pas, elle arrive dans ce monde de marins, elle est toute fluette, toute maigrichonne, une petite nana, alors qu'à l'époque, une femme portait malheur sur un bateau et elle débarque dans ce monde, pas vraiment macho, mais un peu macho quand même. C'est normal quand on n'a pas l'habitude de voir des femmes qui te dit je vais me confronter aux hommes sur les océans. Et donc ils finissent par la considérer comme un marin, mais c'est vrai qu'au début ils la voient arriver d'un mauvais œil. Et c'est certainement, on parlait de rupture, cette rupture avec Parisi qui lui fait traverser l'Atlantique pour la première fois et donc découvrir cet univers marin absolument extraordinaire. Et c'est un coup de foudre pour elle la première fois qu'elle part en mer avec lui. Et puis, ils vivent un peu de temps ensemble et il lui dit, moi, je vais courir une course et toi, tu vas rester à m'attendre. Et là, elle dit, non, moi, les mains dans la farine, c'est pas mon truc. Tu veux pas m'embarquer avec toi? Eh bien, je vais aller défier les hommes sur leur propre terrain. Et elle leur prouve qu'elle a raison. Et que la voile n'est pas affaire de muscles, mais qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent dans le jeu. La sensibilité, le talent, l'intelligence, le mental. Exactement, le mental. Vous le dites très bien parce que absolument. Ça compte énormément. On le voit vraiment. Vous le mettez très bien en lumière dans ce film. Elle fait une rencontre, celle avec Olivier de Kersauzon. C'est là où j'ai envie de dire qu'on voit vraiment le basculement avec le côté très déterminé que l'on voit naître en elle. Olivier de Kersauzon qui, lorsqu'elle a quitté ce monde, disait que c'était une petite sœur. Mais ça a été plus qu'une petite sœur. C'était son amour. Mais tous les marins étaient amoureux de Florence Artaud. À partir du moment où elle est rentrée dans ce monde d'hommes et qu'elle a été acceptée par eux, ils étaient évidemment tous amoureux d'elle. Sauf qu'elle lui donne sa chance. Oui, elle lui donne sa chance à lui. Et puis, ça n'est pas qu'il ne la saisit pas, c'est qu'il voit plus loin, comme la plupart des marins. Il sait très bien que Florence Artaud n'est pas une femme qu'on épouse,
que c'est une maîtresse, une amie à vie. Et c'est la base de leur relation jusqu'au terme de la vie de Florence. Olivier était son meilleur ami, son meilleur complice et sa meilleure fracture. Elle dit, nous les femmes, on a un 6e sens de saumon. Ça fait sourire, mais elle dit, parce qu'on voit le vent tourner. Oui, c'est une sorcière, Florence Artaud, comme toutes les jolies femmes. Est-ce qu'on apprivoise la mer ou est-ce que c'est elle qui nous apprivoise, Géraldine Danon ? Eh bien, la seule façon d'apprivoiser la mer, c'est peut-être d'y passer beaucoup de temps. En dehors de ça, c'est évidemment elle, la maîtresse, tout comme quand on se balade dans les glaces où on s'aperçoit qu'on est absolument maître de rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme dans la vie, une sorte de parcours initiatique qui nous permet de mériter certaines choses. Et encore, parfois, ça met du temps à arriver. Elle dit dans ce film, « La terre ne me manque pas. Je viens de faire connaissance avec mon jardin secret, mon univers à moi. Je me sens libre et légère. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. » J'ai envie de dire, après c'est très personnel, la mer, on l'épouse ou on la quitte. Est-ce que vous pensez que c'est pareil avec toutes nos passions, que c'est elle qu'on épouse, à défaut d'épouser pour la vie les gens qu'on aime ? Je ne sais pas, je dirais qu'épouser ou quitter, c'est pas loin d'être la même chose, comme je dirais que la mort et la vie, c'est pas loin d'être la même chose, et c'est ce que j'essaie de raconter dans la scène finale de mon film, avec cet hélicoptère qui vient la sauver et qui par ailleurs va la tuer quelques années après. Je l'ai fait arriver comme ça dans la bande-son assez fort pour signifier ça. Je pense qu'on épouse comme on quitte, oui. Il faut pas avoir peur de mourir pour bien vivre, et pas peur de quitter pour bien épouser. Est-ce que vous pensez qu'elle avait peur, Florence Artaud ? Je pense que c'est un sentiment qui ne devait pas beaucoup l'animer. Et finalement, je trouve la réponse à votre question de tout à l'heure, ce qui nous ressemble à toutes les deux, c'est peut-être ça. Je n'ai pas peur de grand-chose. J'ai peur pour mes enfants, mais je n'ai pas peur pour moi. Florence Artaud est partie un 9 mars 2015 dans un accident d'hélicoptère survenu en Argentine durant un tournage d'une émission de télévision. Elle est partie par le ciel alors qu'elle a vécu quasiment toute sa vie en mer. Est-ce que vous y voyez une ironie ? Ironie, non. Encore que dans mon film, à la fin, j'ai mélangé le ciel et la mer. Mais en tout cas, j'y vois une expérience. C'est que pour avoir navigué donc plus de 13 ans dans les endroits les plus reculés de la planète et donc avoir observé la mer de très près et passé beaucoup de temps à l'observer, je me suis aperçue qu'au bout d'un moment, je ne regardais plus la mer, mais je regardais le ciel. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez fort. Et je pense que finalement, je regardais le ciel parce que je me suis aperçue que dans la mer, c'était le ciel qui se reflétait. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est votre réponse et elle me va très bien. Flo, c'est en salle aujourd'hui, je vous le recommande très très chaudement. Un très beau film, comme je le disais, un film à découvrir, très émouvant, avec cette histoire et vous nous embarquez du début à la fin, je tiens à le dire, on navigue très bien avec vous, Géraldine Danon. Dans cette partie d'émission, à présent, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait même vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Au théâtre! Bonjour, cher Christophe. Bonjour, cher Cyrielle. Eh bien, je vais vous parler d'une femme presque aussi extraordinaire que Florence Artaud. Elle est belle, elle danse bien, elle charme tous les hommes et même quelques dames. Elle incarne la femme fatale. Non, Cyrielle, ce n'est pas de vous que je parle. Mais ce n'est pas le sujet de ma chronique, on en parlera une autre fois. Non, je vous parle de Margaretha Zelle. Ce nom ne dit pas grand-chose aux auditeurs. En revanche, son pseudonyme est célébrissime. Il s'agit de Mata Hari. Néerlandaise devenue nomade après un divorce violent, danseuse ayant importé en Europe un ersatz de ses chorégraphies javanaises qu'elle avait découvertes et apprises durant sa jeunesse en suivant son mari militaire en Indonésie, courtisane multipliant les aventures pour financer son fastueux train de vie, espionne enfin, espionne de pacotille, marchandant quelques secrets mineurs glanés sur l'oreiller et dans les alcôves. Recrutée par les Français, surveillée par les Anglais, retournée par les Allemands, Mata Hari est surtout emportée par un jeu d'espionnage entre les belligérants qui la dépassent. Visiblement manipulée par toutes les parties, surtout par le Reich, elle se retrouve condamnée à mort par la France pour intelligence avec l'ennemi.
sans aucune preuve accablante, mais parce qu'il faut montrer une fermeté impitoyable après 3 ans de guerre, et surtout après l'échec sanglant de l'offensive du chemin des dames. Mata Hari est donc fusillé un matin d'octobre 1917 à Vincennes. La famille ne réclame pas le corps, qui est récupéré par la faculté de médecine. Plusieurs de ses organes sont volés et seront vendus comme reliques. De ce destin tragique, Marc Fayet a su tirer une pièce de théâtre humaine et émouvante, donnée cet automne au Petit Montparnasse, avec une subtilité qu'il avait déjà démontrée dans ses textes précédents, comme Scoop, Jacadi, Des gens intelligents, il a reçu un Molière, 2,20 €. Eh bien, Fayet montre combien la vie mondaine et artistique de Mata Hari était en fait une vie en toc. Il démonte aussi le processus d'accusation qui l'a mené au peloton d'exécution, pour établir la vérité d'une erreur judiciaire, une erreur bien construite, une sorte d'affaire Dreyfus sans antisémitisme. Cette danseuse a été le jouet d'une affaire d'État. Ariane Mourier est convaincante en Mata Hari, une Mata Hari plus cérébrale que corporelle, une courtisane, une apprentie espionne, surtout une victime du destin presque résigné, en tout cas désabusée. Autour d'elle, une galerie de personnages grotesques et terribles illustre cette comédie humaine tragique qui s'appelle la justice, et surtout la justice pendant la guerre. Bruno Pavio, notamment, nous régale par ses compositions. L'ensemble manque peut-être un peu de folie pour être à la hauteur du mythe érotique et fantasmatique qu'est Mata Hari. Mais je pense qu'il était nécessaire de montrer surtout les aspects humains, trop humains, de cette existence dorée dehors et sombre dedans. Et merci beaucoup Christophe Barbier. La justice pendant la guerre, vous avez dit, on en a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup Christophe Barbier. Je rappelle que cette pièce Mata Hari est jouée au Petit Montparnasse et c'est jusqu'au 26 novembre si je ne m'abuse, Christophe Barbier. Tout à fait. Merci 1000 fois et à très vite sur Radio J. À bientôt. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite pour vous plaire, c'est la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Géraldine, dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel, parler d'artistes que vous aimez et échanger autour de thèmes qui vous sont chers. La liberté, la résilience, l'amour. Commençons avec Clara Isé et sa chanson Soleil à minuit. Extrait. Parle-moi d'amour un petit peu, fais-moi oublier que dehors il pleut. On dirait que l'amour nous a ravis. Avec toi j'aperçois le soleil. Nous sommes le 27 octobre 1992. Clara Isé, de son vrai nom Clara Dufourmentel, voit le jour à Paris. Fille de Bruno Dufourmentel, artiste peintre, et feu Anne Dufourmentel, célèbre psychanalyste et philosophe française. Clara entame très tôt son histoire avec la musique. Elle apprend le violon à 4 ans, puis le chant à 8 ans avec la chanteuse lyrique Iva Barthélémy. Dans le même temps, elle évolue dans un univers familial où on écoute Maria Callas, Janis Joplin, Nina Hagen et Barbara. À l'adolescence, sa mère lui offre sa première guitare. Pour elle, la musique est une forme de langage dans lequel elle se trouve un espace de liberté inaltérable. Après une école préparatoire de lettres et des études de philosophie, la jeune fille va finalement se tourner vers une carrière d'artiste. Clara Isé sera son nom de scène. Entre l'écriture de romans et la création de chansons, Clara joue avec les mots et les notes pour notre plus grand plaisir. Dans Soleil à minuit, chanson extrait de son premier album Oceanonox, sorti en 2023, l'artiste rend hommage à l'amour et à la passion, avec une tonalité de voix qui peut faire penser par moments à Barbara Carlotti, et un son plutôt pop jazz électro. On dirait que l'amour nous a ravis. Avec toi, j'aperçois le soleil à minuit. Un refrain qui parlera à toutes les personnes qui ont ou qui connaissent le grand amour, avec un grand A. Géraldine Danon, pourquoi vous aimez cet artiste ? Déjà, je suis très contente qu'on apporte sur cet artiste cet éclairage-là, parce que personnellement, je m'aperçois que quand j'aime un artiste, en règle générale, il y a beaucoup de fondements derrière et qui sont souvent effectivement liés à cette vie. C'est vrai que sa mère n'était pas n'importe qui, la façon dont elle s'est positionnée dans son univers familial, dont elle en a tiré son art, la façon dont elle utilise la pop et le lyrique, ses appartenances, tout ça me parle beaucoup et je la découvre pas réellement parce que je connaissais son parcours avant de l'aimer ou que je l'aime et qu'après je suis allée découvrir son parcours, ce qui revient un peu au même. Mais je suis contente de tout l'éclairage que vous apportez sur elle. C'est quelqu'un de rare, je pense.
et qui dans le monde actuel se démarque vraiment de par ses appartenances, de par sa façon de se présenter au monde, de par ses choix musicaux, ses influences. Elle est assez éclectique et elle m'intéresse beaucoup. Elle est assez singulière, oui. En effet. Dans cette biographie que l'on a entendue d'Annabelle, on dit qu'elle écoute Janis Joplin. Et c'est un petit clin d'œil parce que je crois que vous l'aimez beaucoup aussi. Oui, je l'aime beaucoup. Ouais, je crois qu'on finit le film sur ça. On dira pas tout. On continue en musique avec Zao de Sagazan, Annabelle. Oui, Zao de Sagazan, autrice, compositrice, interprète de 23 ans, nouvel espoir de la scène française. Je vous propose d'écouter un extrait de Symphonie des éclairs, un texte fort de sincérité. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Zao de Sagazan, mais qui est ce phénomène? Née en 1999 à Saint-Nazaire, Zao est la fille du peintre, sculpteur et performeur Olivier de Sagazan et d'une mère institutrice. En parallèle d'études de gestion puis auxiliaire de vie auprès de personnes âgées et handicapées, elle compose des chansons, cherche sa voix, partage quelques créations sur Instagram comme tout artiste en herbe de son âge. En 2021, elle enregistre ses sons dans une pépinière musicale créative. Elle se fait remarquer. Les professionnels de la musique ont conscience qu'ils sont en train d'assister au développement d'une petite chrysalide prête à éclore. Pendant ce temps, Zao de Sagazan continue à affûter son talent, ses créations et fait de la scène en première partie au Trianon et à l'Olympia. En 2023, c'est la conquête du public, à l'Hyper Weekend Festival de la Maison de la Radio et de la Musique. Dans la foulée, sortie de Symphonie des éclairs, titre de son EP et de son premier album. Dans cette chanson, la tempête est mise en mots et en musique. Pour Zao, la tempête, c'est la métaphore d'un temps où ses émotions prenaient le contrôle de son corps. L'artiste a mis 3 ans pour écrire ce titre. Le temps nécessaire pour accepter et transformer sa sensibilité en œuvre. Grâce à la musique, elle réalise à quel point sa sensibilité est en fait une immense qualité. 3 ans pour écrire ce titre, 3 ans, je crois que ça vous parle, parce que vous avez évoqué tout à l'heure avec moi, Géraldine Danon, c'est 3 années pour votre film. 3 ans pour ce film, mais 13 ans à avoir pris la mer avant d'oser la raconter à travers une œuvre de fiction. Ce que je retiens là-dedans, c'est que Zao de Sagazan est aussi singulière. Et que son parcours familial est aussi assez curieux finalement, qu'il y a effectivement des choses qui se créent par rapport à la fracture avec un univers familial et un univers familial assez fort. Ensuite, je trouve qu'elle est un électron libre, qu'elle ne ressemble à personne dans cette physiquement même, je dirais, dans toutes les nouvelles jeunes chanteuses. Et puis c'est vrai que moi j'ai fait, vous parliez de mes livres, La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube. On parlait aussi de ce que m'a appris la mer. La mer m'a appris que la tempête peut bien être très longue. Il y a toujours une accalmie au bout du compte et qu'au bout du tunnel il y a la lumière. Donc cette chanson parle de ça. Oui, on peut attendre le temps qu'il faut. Parfois la tempête dure 3 jours, 10 jours, une vie, mais au bout il y a toujours quelque chose de satisfaisant. On va parler à présent de liberté et on va penser à Serge Reggiani, Annabelle. Oui, Serge Reggiani, interprète de la célèbre chanson Ma liberté, écrite par Georges Moustaki. Extrait. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Serge Reggiani, de son vrai prénom, Sergio Reggiani, est né en 1922 en Italie dans une famille modeste. Il a 8 ans quand sa famille s'installe en Normandie. Il suit ensuite les traces de son père comme apprenti coiffeur. Les Reggiani partent ensuite pour Paris. Le jeune Serge s'inscrit au Conservatoire des arts cinématographiques et commence par entamer une carrière d'acteur. La chanson arrivera bien plus tard, fruit de rencontres providentielles. Tout commence lors d'un dîner chez les Montants-Signoret où un producteur lui propose de participer à l'intégrale 100 chansons de Boris Vian.
C'est ainsi que Serge Reggiani débute sa carrière de chanteur, à 42 ans. Par la suite, Barbara contribuera beaucoup à la poursuite de son succès. En 1966, elle lui propose la première partie de son tour de chant. Va l'aider à travailler son chant, sa respiration. Elle va provoquer la rencontre magique entre Serge Reggiani et Georges Moustaki. Un an plus tard, Reggiani chante Ma liberté, écrit par Moustaki. Succès énorme auprès de la jeunesse, on est avant 68. La liberté, c'est un thème cher à Moustaki, qui a passé une grande partie de sa vie à voyager et à vivre de manière nomade. Dans cette chanson, il est question des inconvénients et avantages d'une vie de liberté, avec notamment la liberté de penser, de mouvement et d'expression, la quête de soi, son chemin de vie, et la liberté d'aller vers ses passions. Comme vous nous avez dit tout à l'heure. Non, mais Reggiani, bon, il n'y a même pas besoin de... Reggiani, moi je suis fan absolu, Le Petit Garçon, toutes les chansons de Reggiani me touchent particulièrement, celle-ci évidemment, mais je retiens quelque chose dans cette chanson-là, c'est... Je l'ai laissée pour une prison dorée et sa belle geôlière. On va terminer avec une suggestion, lecture d'Annabelle. Et je ne dirai pas laquelle, c'est vous qui dites Annabelle. Chair et d'âme, de Boris Cyrulnik. Dans cet ouvrage de 2006, le célèbre neuropsychiatre continue d'explorer la notion de résilience. Ce livre nous explique pourquoi la vie est une conquête permanente, jamais fixée d'avance. Ni nos gènes, ni nos milieux d'origine ne nous interdisent d'évoluer. Tout est possible. Le livre suggère ce qu'on peut découvrir en soi et autour de soi, les moyens qui permettent de revenir à la vie et d'aller de l'avant, tout en gardant la mémoire de sa blessure. Chaque âge possède sa force et sa faiblesse, et les moments non blessés de l'existence s'expliquent par notre capacité à maîtriser, voire à surmonter ce qui, en nous, relève d'un remaniement constant du biologique, de l'affectif et de l'environnement social et culturel. Le bonheur est donc en chacun de nous. Autant de formules du bonheur que d'être humain doté d'âme. Ce livre vous donne envie d'en savoir plus. Je vous rappelle le titre, De chair et d'âme, de Boris Cyrulnik, aux éditions Odile Jacob. Et si vous ne le connaissez pas déjà, Géraldine, j'espère qu'il vous plaira. Je connais Boris Cyrulnik, mais je ne connais pas ce livre-là, et je pense que, vu ce que vous venez d'en dire, il me plaira. Merci beaucoup Annabelle Guiraud, merci pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer, Géraldine, de faire ça maintenant. Oscar Wilde a dit « Je ne résiste à rien sauf à la tentation ». C'est vrai aussi. On va essayer d'aller voir quelles ont été vos tentations, alors avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. Géraldine Danon, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Ma foi, je ne me pose pas ce genre de questions. C'est la seule réponse que je peux vous faire. J'ai pas le temps pour ça, je trace. Quel conseil donneriez-vous à vos enfants, à nos enfants, aux enfants, pour réussir leur vie ? Aime-toi. Quel a été ou quel est le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Je crois que c'est maintenant. Parce que j'arrive enfin à peut-être commencer à un tout petit peu m'aimer. S'il y a eu une erreur dans votre vie, comment vous l'avez résolue ? Je résolus pas grand-chose, je m'adapte. Je m'adapte. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être, par peur d'être jugé ? Rien. Rien. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Flo. En salle aujourd'hui. Vous le savez. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose pour vous de souffrant ou de vivant ? C'est Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si vous pouviez changer une seule chose sur votre corps ou bien sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Je vous le dirai pas parce que sinon vous ne verriez que ça. C'est vrai. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait la première mesure, la première que vous prendriez ? Actuellement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de rebondir à tout ce que j'entends. Et quand vous faites l'actualité, je conseillerais à mes amis, les artistes, de faire ce qu'ont fait les footballeurs à l'époque et profiter de leur visibilité pour porter à leurs bras
quelque chose contre l'homophobie et aujourd'hui contre l'antisémitisme, parce que je pense qu'il en va de notre survie à tous. Merci beaucoup Géraldine Danon pour ces mots. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence et puis bien sûr ce moment en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour Amoué, notre experte Nathalie Dedrieux pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, on écoute un petit peu de musique et puis il y aura une pause suivie du journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. La tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 15h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Ethanit Belaïch.
13h avec vous et Tanit. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 26e jour de guerre en Israël et les alertes à la roquette ont retenti dans le centre d'Israël, mais aussi à Tel Aviv. C'était vers 15h. En ce 26e jour de guerre, donc, l'armée israélienne fait toujours face à plusieurs fronts. Une menace aérienne possiblement lancée depuis le Yémen a été interceptée par la défense israélienne au-dessus de la mer Rouge au sud d'Elat. Les combats acharnés se poursuivent par ailleurs dans la bande de Gaza, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Il s'agit pour Tsahal de faire tomber une à une les lignes de défense du Hamas pour l'amener jusqu'à l'intérieur de Gaza où se trouve le cœur du commandement et des forces du Hamas. Donc des combats extrêmement difficiles malgré toutes les précautions prises. Si l'avancée est tellement lente, c'est justement pour essayer de minimiser le plus possible les risques de perte de vie de soldats. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, et les autorités du pays viennent d'annoncer la mort d'un 15e soldat dont les combats d'hier à Gaza. Il s'agit du sergent Shai Arvas, âgé de 20 ans. On le disait, les Houthis du Yémen multiplient les attaques contre Israël. Tsahal réplique en déployant des navires en mer Rouge. Nous augmenterons le nombre de navires dans la région de la mer Rouge, a annoncé l'armée. Des navires lance-missiles. Cela fait suite aux menaces identifiées et interceptées ces derniers jours en provenance du Yémen. Les rebelles Houthis soutenus par l'Iran ont d'ailleurs publié hier une première vidéo prétendant montrer des lancements de missiles et de drones depuis le Yémen vers Israël. Certains des projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne et les avions de combat israéliens, tandis qu'au moins un aurait atterri dans le désert jordanien. Le président français affirme détester le débat sur la valeur des vies juives et des vies palestiniennes. En déplacement au Kazakhstan dans le cadre d'une tournée en Asie, Emmanuel Macron a appelé ce matin à ne pas faire de distinction entre les vies perdues dans la guerre Israël-Hamas. Chaque vie compte dans ce monde, a-t-il affirmé. Après le Chili et la Colombie, la Bolivie rompt ses relations avec l'État hébreu. Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi à cette décision. La décision du gouvernement bolivien est une capitulation face au terrorisme, a affirmé Eli Cohen, avant d'ajouter, avec cette mesure, le gouvernement bolivien s'aligne sur le Hamas qui a assassiné plus de 1400 Israéliens et enlevé 240 personnes, dont des enfants, des femmes, des personnes âgées et des bébés, peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien publié ce matin. Notez que la Jordanie rappelle également son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive militaire de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Enfin, alors que les actes antisémites se multiplient en France et dans le monde, le porte-parole du gouvernement assure que la réponse pénale à ces actes sera ferme. 83% des Juifs se disent pourtant inquiets par la montée de l'antisémitisme dans l'Hexagone. Le président du Consistoire central de France regrette qu'il n'y ait pas de parole forte sur la question. On l'écoute. On arrivera à lutter contre ce fléau si vraiment toutes celles et tous ceux qui sont dans notre pays attachés aux valeurs qui sont les nôtres, de fraternité, d'égalité, de liberté, contre l'obscurantisme, contre le terrorisme, contre l'islamisme radical aussi qui surfe sur cet antisémitisme. Lorsque tout le monde dira non, on n'accepte pas, nous, quel que soit, qu'on soit croyant, non croyant, quelles que soient les confessions, on ne doit pas accepter qu'il y ait de l'antisémitisme et que des citoyens juifs soient pris à partie comme c'est le cas. Je crois qu'il est fondamental aujourd'hui qu'on ait une parole forte dans la société civile et on ne l'a pas suffisamment. C'était donc Élie Corchier, le président du Consistoire central de France, ce matin au micro de nos confrères de RMC. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et on poursuit notre émission avec mon invité Géraldine Danon sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Nous sommes avec mon invité aujourd'hui, Géraldine Danon, pour le film Flo, inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud, en salle aujourd'hui. Et tout de suite, on poursuit cette émission avec le coup de cœur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on écoute tout de suite le titre Yumi, interprété par notre invité aujourd'hui, coup de cœur, Amoué sur Radio J. Oh là là, Yumi, oh là là, Yumi, oh là là, Yumi, oh là là, Yumi. Je suis la meilleure pour raconter les gossips. Rien que moi et mon Twitter, on s'excite. Faire des selfies, traîner des plot twists. J'y comme animal domestique. Des fois le SMIC, juste pour un lift. Y'a pas de like, y'a pas de gift. Tout pour la crède, en mode exhib. T'as pas d'agrède, moi je t'excite. Oh là là, Yummy. Oh là là, Yummy. Je suis le modèle de tous tes désirs. Appelle-moi, j'arrive et je les attire. On me paye cher pour te voir rougir. Je cherche toujours à te séduire. Donne-moi la robe, la plus bling bling. Va sur mon feed, y'a tout mon waiting. Ma daily routine et mes shootings. Je suis prête à tout pour être la queen. Fashion week hystérique, hystérique. Je fais tout par intérêt pour me faire remarquer que pas de buzz en succès, rien ne peut m'arrêter. Tout le monde m'appelle, fait ça, mon gloire et beauté. Je remplace l'amour par des lovés. Quand je peux te filmer, ils veulent tous m'épouser. Et oui, sur l'antenne de Radio J, vous êtes avec nous. Merci d'être avec nous. On vient d'écouter Amoué avec ce single Yumi qui fera partie d'un nouvel EP intitulé Volume 2. Il sortira en février de cette année. Bonjour Amoué. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On est en train de continuer d'écouter ce titre Yumi sur l'antenne de Radio J. Comment la musique est arrivée à vous ? Alors elle est arrivée très très jeune parce que je pense que j'ai été bercée par la musique dès mon plus tendre enfance avec mon père et ma mère qui écoutaient énormément de musique à la maison. Et on a déménagé au Vietnam où on a vécu pendant 8 ans. Et c'est là où j'ai appris le piano. Et je suis tombée amoureuse de cet instrument. Je suis rentrée en France, j'ai fait des études. Et après, pendant mes études, j'ai rencontré Kazi Lambiste, avec qui je suis partie en tournée pendant 6 ans. Et à la suite de cette tournée, j'ai rencontré Mathieu Gramoli, qui est mon producteur, et avec qui j'ai fait mes premières maquettes.
Vous êtes née à Lille, je voulais le dire, vous êtes lilloise de base. Je ne sais pas si vous vivez encore à Lille aujourd'hui, mais en tout cas vous êtes née là-bas. Oui, c'est Après ça. vous avez voyagé et à 17 ans, donc vous avez fait votre entrée sur la scène musicale française et internationale en chantant dans un groupe quasi lambiste. Vous avez fait le tour du monde avec ce groupe et vous avez commencé à écrire vos premiers textes, je crois qu'il y a 2 millions de vues. Ouais, en c'est tout cas vrai. à peu près. Ouais. Et puis après vous êtes lancé en solo et ce projet solo c'était il y a 2 ans, en 2021 je crois. Ouais, c'est ça, c'est suite au Covid. En fait, notre tournée elle s'est arrêtée et j'ai pris du temps pour moi et je me suis dit tiens, c'est le moment parfait pour mettre en musique toutes mes maquettes et réaliser mon projet. Réaliser votre projet, donc il y a eu un premier single qui s'appelle Tes larmes fait chavirer, font passe et fait chavirer mon cœur, très remarqué dans la presse un petit peu partout. Et puis ensuite vous avez sorti un autre titre qui s'intitule Je me souviens. J'ai envie qu'on écoute un petit extrait, un petit bout sur l'antenne de Radio J. Fixé sur mes pensées, le vague à l'âme, je vagabonde. Dans les eaux troubles, j'ai rêvé. Je revois cette nuit où j'ai goûté aux fruits, défendu par un baiser volé. Sur tes lèvres frileuses, oui, j'ai mordu fièvre sans m'arrêter. Je me souviens de la chaleur du jour. Sur tes joues, je me souviens La nuit, je m'en vais prendre le large pour retrouver nos corps liés dans les draps blancs comme un délice. Je glisse sur ta peau dorée. Je revois cette nuit où j'ai goûté aux fruits, défendu par un baiser volé. Sur tes lèvres frileuses, oui, j'ai mordu fièvre sans m'arrêter. Je me souviens de la chaleur du jour. Sur tes joues. Je me souviens, titre d'amour. On voit que l'univers a transitionné, c'est ce qu'on était en train de se dire. Aujourd'hui, on est plus dans de la pop rap, là c'est beaucoup plus mélodieux. On est plus sur du FIP. Sur du FIP ? Oui, sur la musique qu'on entend sur FIP, que j'aime aussi énormément, évidemment. Voilà, c'est un titre qu'on a vu dans plusieurs playlists, que cela soit sur Deezer, Spotify, etc. Et puis vous avez sorti également en mars 2022 un autre single brûlant, on peut dire ça comme ça, qui s'intitule Billy. Et on va écouter également un extrait qui fait partie de votre premier EP qui s'appelait Volume 1. Exactement. On écoute. Comme dans un rayon X sans jouer. Oh, on balade dans ton cockpit, besoin de décoller. Je me laisse aller sur ta peau salée. Je peux plus m'arrêter. Je voudrais m'oublier, pas me censurer et te susurrer des... Jette un regard, j'en deviens accro. Bouge ton body on me, glisse-moi sous la peau. J'aime quand tu rugis. Je me laisse aller sur ta peau salée. Je peux plus m'arrêter. Je voudrais m'oublier, pas me censurer.
Et oui, on peut plus s'arrêter de vous écouter, Amoué. J'aime beaucoup votre univers. Vous aimez Géraldine? J'adore, franchement, j'adore. Merci. Vous nous disiez que votre fille voulait se lancer dans la musique. Oui, elle veut se lancer dans la musique et je vois que, et c'est en cela que Florence Artaud est une héroïne très moderne, que vous ne voulez, vous les jeunes, appartenir à personne. Vous vous inspirez un peu de pop, de tout ce que vous voulez, mais surtout avec une grande liberté. C'est vrai. Et je peux te tutoyer. Oui, à ton bien âge, sûr. Tu m'as répondu, bah oui. Parce que c'est ça l'art. Et oui, c'est ça l'art. Mais ça semble évident pour vous, Amoué, pardon, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde parce que il y en a beaucoup qui disent on va faire soit ce qui marche. Et d'autres qui disent moi j'ai pas envie de faire ce qui marche, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Dans quelle démarche vous êtes? Moi je fais absolument ce qui me plaît. J'avoue, parce que sinon je peux pas le défendre. C'est ça, ouais, c'est qu'il faut trouver l'inspiration. Ouais. En fait, je suis un panel de tout ce que j'aime, donc c'est pour ça que je peux pas appartenir à une case. Et je vais avoir des périodes où je vais écouter, j'en sais beaucoup de pop ou alors beaucoup de rap ou même du rock. Et ça va m'influencer peut-être un peu, mais au final, ce que j'écris et la mélodie que je sors, je sais que c'est moi parce que c'est ce que j'ai envie de raconter. Amoué, aujourd'hui, on a compris, vous avez un producteur, vous êtes accompagné. Oui. Vous faites tout toute seule à la maison, vous êtes accompagné aussi musicalement, au-delà d'avoir quelqu'un qui vous produit, dites-nous. Oui, oui, c'est un travail d'équipe, hein. On n'est jamais tout seul dans ce... Si. Il y en a qui sont tout seuls, oui. Ah, bon courage et plein de force parce que c'est pas évident. Enfin, moi, on est une petite équipe, hein. Je suis complètement en indé et je crée tout cet univers avec Mathieu Gramoli, donc qui est mon producteur, avec qui j'ai créé mon label LVCO Productions. Et voilà, petit à petit, mon équipe s'agrandit. Et en fait, j'ai envie de m'entourer surtout de personnes que je connais et que j'ai envie de vous avez confiance. Voilà, en qui j'ai confiance. Et je considère que c'est ma famille, ma deuxième famille. Et plus on va évoluer, plus ça va porter des fruits pour chacun. Et un jour, on va tous trinquer le champagne, quoi. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir de vous écouter sur scène? Est-ce que vous cherchez éventuellement des scènes? Est-ce que vous avez un éditeur ou vous cherchez quelqu'un Alors, ça s'appelle un tourneur. Un tourneur, ouais, c'est ça. Pas grave. Eh ben non, alors du coup, je lance un appel au monde. Mais sinon, oui, je fais des dates. J'ai fait le MAMA là récemment à Paris. Et je fais le MAMA Festival à Paris. C'était en octobre. Je crois. Et après, là, je fais un très beau festival qui s'appelle le Crossroad, qui se passe à Roubaix, et c'est le 9 novembre. Et je vous invite vraiment à venir parce que sur scène, ça déboîte. En attendant, vous êtes très sûr de vous, on l'entend bien en tout cas. Je suis sûre que ça dépote sur scène. C'est ça. Clair, ça se voit. Pour les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Amoué Musique, Instagram, TikTok, j'essaye un peu. Et Facebook, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Coup de cœur aujourd'hui, Amoué sur l'antenne de Radio J. Ça dépote dans le studio aussi. Ça dépote, en effet. Allez tout de suite, c'est votre portrait, cher invité Géraldine Danon. Eh oui, sur l'antenne de Radio J, on y va. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Géraldine Danon, on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble. À côté de moi, vous regardez depuis tout à l'heure, il y a Nathalie Daudrieux qui a pris des notes avec stabilo, jaune, vert, orange, chose importante. Et voilà, on a envie d'avoir un peu l'ADN de ce qui s'est dit et parler, j'imagine en même temps, de Florence qui a compté beaucoup dans cette émission. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Géraldine Danon. Ravie d'avoir échangé avec vous un petit peu aussi tout à l'heure. Et alors, vous avez décrit tout à l'heure un petit peu votre personnalité avec 3 mots. Il y avait le mot passion, extrême et gentillesse. Alors, moi, j'ai pu vous retrouver. Aucune des questions auxquelles j'ai répondu était préparée en avance. Absolument pas, jamais. Et en plus, on est sur un direct, donc on peut pas mentir. Hein. Voilà. Exactement. Et moi non plus, j'ai rien préparé à l'avance. C'est vrai. Fait à partir de ce que vous avez bien voulu partager, et ce don, cette générosité avec laquelle vous êtes venu dans l'interview, et j'ai pu profiter de tout ça. Alors moi, j'ai effectivement pu entendre des mots qui se répétaient beaucoup, qui sont venus comme ça, comme des accroche à mon oreille, et c'est effectivement le mot passion, liberté, mais aussi le mot construire, qui sont beaucoup revenus, risque, chemin,
fracture, rêve, volonté et spontanéité. C'est un peu tout ça aussi que j'ai retenu. Alors je vais développer un petit peu. Alors évidemment, vous parlez de votre enfance et de cette chance d'avoir eu des parents aimants qui vous ont donné accès à la confiance en soi. C'est un véritable héritage qui donne un support pour la vie personnelle et professionnelle, on peut le remarquer, qui teinte tout de suite votre capacité à aller vers l'avant. Hein, on peut sentir ça. Alors, je dirais que peut-être le temps a été un allié dans votre parcours. Vous dites tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait comme un parcours initiatique, ces parallèles entre Florence Artaud dans votre film qui sont développés et également la vie, que tout n'est que chemin et qu'expérience. On le voit déjà dans votre volonté à aller vers la vie d'artiste alors que c'était mal vu, étiqueté. Et vous êtes une rebelle qui justement supporte pas les étiquettes, le fait d'être catégorié. Vous dites qu'il est absolument pas possible d'être dans des castes, enfermé dans des castes et des religions. Donc, on peut sentir tout de suite votre aspect un peu rebelle. J'ai une mère catholique, hein, c'est important si vous parlez de religion. Et oui, vous ne l'aviez pas dit, voilà. Tout à fait. Et je ne l'ai pas demandé. Bah, je vous le dis. On le voit. Donc vous dites qu'il y avait aussi une enfance heureuse et à la fois solitaire du fait que vous avez eu 2 sœurs, mais dans un aspect un peu éloigné dans le temps de votre âge. Donc ça vous a peut-être donné goût au monde de l'imaginaire. Quand on est seul, parfois il y a un aspect, voilà, on doit se construire un monde intérieur. Et donc cette rencontre, elle est possible peut-être parce que vous avez cette distance d'âge. On ne se perd pas dans des fuites. On a aussi la notion de cette vocation d'artiste. Vous le dites, c'est pas tout à fait confortable d'être actrice parce que ça appuie sur nos fragilités. Et sur le désir des autres, oui. Et c'est dépendant au désir des autres. Est-ce qu'on va plaire, pas plaire, s'affranchir du regard des autres. On l'a beaucoup dit dans cette émission. C'est très courageux, effectivement. Ouais. Mais vous êtes une femme qui relève les défis, et je dirais des défis de croissance particulièrement. Je sens que c'est ce qui vous intéresse et j'ai pu retenir ça, le goût de la profondeur, le goût de la sincérité et de l'authenticité. Cette envie de toujours aller plus loin qui vous est commune à Florence Artaud et qui vous reliait probablement, hein, vous le disiez, il y avait cette volonté d'aller toujours plus loin, d'en vouloir plus. Et ce qui vous reliait, c'était l'extrême dans votre amitié, l'intensité. Et déjà toute petite, vous êtes, je dirais, admirative de ce couple, Romy Schneider et Alain Delon, qui sont figures d'intensité incroyables. J'étais admirative de l'un et l'autre, mais pas forcément du couple, qui restait pour moi une sorte d'image un peu fictive comme ça, un peu... non, je dirais, pour reprendre tout ce que vous dites est absolument juste, que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de m'améliorer. C'est mon seul chemin. Donc de tirer des épreuves, des erreurs, de ce qui se passe dans la vie, d'en tirer une leçon pour essayer d'avancer. Voilà. M'améliorer, ça a toujours été mon... C'est vrai, c'est très bien destin. pointé, vous le dites, un petit peu comme le coup de cœur venait de le dire, nous sommes la somme de toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes ou parfois injustes, elles nous enrichissent, elles nous construisent. Et on sent aussi qu'il y a des grands écarts dans votre vie où justement le mot risque est toujours au centre. C'est comme s'il y avait cette étape de gestation, création, tournage, imagination d'un projet, puis ensuite accouchement, vous le dites, d'une pièce de théâtre qui peut se renouveler chaque soir parce qu'elle est différente, elle est présentée devant un public à chaque fois vivant et donc ça se réinvente, ça se réajuste et ça s'adapte, un petit peu comme vous. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on travaille sur quelque chose ou quand on avance dans une voie, on a justement, toujours dans le souci de s'améliorer, la sensation qu'on a fini de s'améliorer dans ce domaine-là. Bien qu'on n'a jamais fini, mais en tout cas, la sensation qu'on peut s'améliorer mieux ailleurs. Et c'est ça ce que vous appelez aller vers mon risque, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai assez fait là et que j'ai besoin, pour m'améliorer dans mon chemin final, de passer par autre chose. Et oui, vous êtes capable de beaucoup d'aventures, un petit peu comme Florence Artaud, parce que vous le dites, je tire un trait sur ma vie d'avant qui ne me nourrissait plus et je vais donner vie à mes rêves. Je prends ce risque. Et il y a cette sensation de construire, déconstruire pour reconstruire. Ça m'a fait penser un petit peu au syndrome de Pénélope en psychanalyse. C'est le fait de ne jamais arriver au bout d'un ouvrage pour toujours être en perpétuel non, moi je suis pas comme ça émotionnel. C'est pas ça. Non, je déconstruis pas ça. J'ai pu avoir une période dans ma vie où je déconstruisais. Maintenant, je construis
Et je construis, et je construis, et je Et construis. oui, et c'est là la symbolique de la psychanalyse, c'est que justement, à partir de ce qui a été fait et vécu, c'est le terreau pour reconstruire encore plus et toujours plus loin. C'est le Scorpion, je suis née aujourd'hui. Exactement, et joyeux anniversaire d'ailleurs. Et René de ses cendres, c'est un phénix. Ouais, exactement, symbole de la transformation à partir de l'expérience. Alors vous le dites, il était important de nommer dans ce livre que vous avez écrit très très jeune, de se libérer, de se débarrasser de certains secrets qui pesaient, comme pour alléger son fardeau, traverser les tempêtes, parce qu'au bout, il y a toujours quelque chose de meilleur. Et en fait, vous êtes un peu fait votre auto-analyse, dirais-je, et on parlait aussi beaucoup de résilience avec la chronique précédente d'Annabelle. Il y a vraiment une façon là-dedans de s'affranchir de tout ce qui ne vous appartient pas aussi. Oui, et puis de s'en débrouiller tout seul. Et oui, effectivement. Alors je dirais qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi une femme qui, effectivement, comme vous l'avez dit, aime furieusement la vie et qui est en route vers soi, le quoi qu'il en coûte, puisque la vie a ce palpitant qui vous emmène en voyage. Alors merci beaucoup Géraldine Danon. C'est moi qui vous remercie pour ce portrait, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Dedrieux qui est thérapeute psychocorporelle. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Avec plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Géraldine Danon d'être venue nous voir pour votre film Flo, inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud en salle aujourd'hui. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, et j'ai envie de dire, puisque les chiffres tombent minute après minute et qu'il y a cet accouchement dont on parlait depuis le début aujourd'hui. Est-ce que cela vous rend heureuse? Est-ce que voilà, c'est la fin? Je sais que c'est la dernière interview ensemble aujourd'hui. Je suis très heureuse de faire cette dernière interview avec vous et ici. En particulier ici, vous l'avez compris, je pense. Ce qui est important, c'est d'avoir donné le meilleur de soi. Après, ça ne m'appartient pas et je souhaite le meilleur à Flo, le meilleur vent et que le public soit le plus nombreux possible et ça me rendra le plus heureuse possible. Eh bien, je le dis aux auditeurs qui sont avec nous, allez voir ce film que j'ai, moi, personnellement beaucoup aimé, mais qui est maintenant libre, qui est à vous, exactement. Merci beaucoup, Géraldine Danon, d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci à l'artiste Amoué d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Bernard Werber pour son livre Le temps des chimères. Merci beaucoup, Nathalie Dedrieux. Merci beaucoup Cyrielle. Et merci beaucoup Annabelle Guiraud. Et merci Christophe Barbier qui était avec nous par téléphone aujourd'hui. Merci beaucoup et bel envol. Merci. À votre film. Merci beaucoup.